Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va super bien. Je démarre tout de suite avec une chic devinette. Si je te dis Téhéran, allez. Toi, tes devinettes là. C'est culture générale aussi pour les gens. Attends. C'est l'Iran. Oui, capitale de l'Iran. Alors, on va parler la nouvelle du jour entre Iran et Israël, ça chauffe. C'est ça, donc, et surtout quel impact pour nous. Parce que les gens vont se dire, bon, c'est les Arabes, ils sont en train de s'agresser là-bas. Mais il faut savoir que le monde est connecté, donc c'est intéressant. Je te laisse continuer. Alors, je récapitule rapidement les faits pour ceux qui ne nous ont pas suivis. C'est ça. Alors, Israël a lancé une attaque, un missile, voilà, sur l'ambassade de l'Iran en Syrie, à Damas. Et en représailles, les Iraniens ont envoyé des drones et des missiles, etc., dans quelques zones d'Israël pour leur dire, hé, les cocos, on est là. Vous attaquez, on attaque. C'est ça. Voilà. Donc, ok. Mais du coup, bon, ce qu'il faut savoir, bon, moi j'ai suivi un peu l'actualité hier, hein. Les missiles ont été déjoués à 99%. Ce que moi je vais te proposer, c'est que bon, peut-être les personnes n'ont pas une version imagée de ce qui se passe. Donc j'ai mis la map sur l'écran, comme ça on va pouvoir regarder ensemble. Je vais te résumer un peu la situation. Tu vas voir à quel point c'est sensible. Donc là, tu vois, on est sur la map. On est sur la map, donc je suis directement parti, hein, du coup, sur tout ce qui concerne l'Iran, etc. Là, tu vois que l'Iran est là. Ok, l'Iran est juste ici. Tu as l'Irak au milieu, ok, et tu as Israël juste là. C'est le plus petit. Le plus petit qui fait le plus de bouquins. Qui fait le plus de bouquins. Donc, il faut savoir que déjà la zone ici est très très sensible. Tu as l'Afghanistan juste derrière, qui a chassé les États-Unis récemment, ok. Donc, on va dire que eux ils s'alignent plus côté Iran, ok. Maintenant, en bas, tu avais l'Iran contre les Émirats Arabes Unis, enfin contre tout ce qui est Arabie Saoudite plutôt, d'accord. Donc ils étaient en conflit les deux là, et ça a été calmé par la Chine pour l'histoire des BRICS, etc. Ok. Donc la Chine a réussi à mettre ces deux là d'accord parce qu'il y avait justement des velléités au niveau du Yémen qui est ici, parce que le Yémen s'identifie plus à l'Iran. Ok. Après il y a les histoires de sunnites, chiites, je vais pas rentrer dedans pour pas créer d'amalgame, mais je te trace le truc en gros. Ok, donc là, tu as l'Iran là, qui était en conflit avec eux ici, pour ce bout de terre là, mais ils ont réussi à se mettre d'accord avec la Chine. Ok, maintenant, on sait ce qui se passe avec Israël et la Palestine, d'accord, et tout ce qui est Gaza, etc. D'accord. Donc maintenant, Israël envoie un missile, du coup, sur la Syrie. Ok, donc, et c'est là où ils vont taper l'ambassade. Tu vois. Donc, en réponse de ça, je pense que les différents drones et missiles sont partis de l'Iran, sont passés par l'Irak pour pouvoir toucher, du coup, Israël. Donc, la France, l'Angleterre, toujours la France, l'Angleterre et les États-Unis, du coup, ont positionné des missiles, des avions, du coup, anti-drones, etc., pour contrer la plupart des missiles qui venaient. Ce qui est marrant, c'est que il y a deux versions. Alors autant Israël fait savoir que on a détourné quasiment 99% des attaques et on n'a pas vraiment enregistré de dégâts importants, sauf quelques dégâts mineurs sur une de nos bases. Autant en Iran, ça relaie que on a tout gâté et que les dégâts sont majeurs. Donc c'est quoi la bonne version? Non, de ce que moi j'ai pu recouper comme information, les Américains, du coup, ont apporté certains porte-avions parce qu'ils ont une base au niveau de l'Irak. Donc, ils ont apporté des porte-avions avec l'aide de la France pour contrer certains missiles ici. Ce qui fait que, du coup, c'est des drones qui ont été bombardés ici. Donc, les drones qui ont été envoyés par l'Iran ont été stoppés ici. Maintenant, on va dire que les porte-avions qui sont là, donc les porte-avions qui sont là sont faits pour contrer les drones, les F-15, etc., F-16, etc. Maintenant, ce sont les missiles qui sont passés et qui ont été contrés du coup par les chars anti-missiles d'Israël. Pour résumer la situation, c'est à peu près ça. Maintenant, moi, ce que j'ai remarqué par contre par rapport à cette situation, dis-moi, c'est que on a oublié totalement ce qui se passe en Palestine. Oui.
est-ce que tu vois, c'est pas un moyen de détourner au moment où ils sont chauds dans les accords de paix et dans des négociations? Est-ce que c'est pas un moyen de faire diversion pour que l'accord puisse se faire sans qu'il n'y ait trop de blabla, et on nous met un petit missile là, comme ça les gens se concentrent sur cette nouvelle situation. En fait, bon, l'erreur a été déclarée par l'administration Netanyahou, hein, mais il faut savoir que actuellement Netanyahou fait face à de graves poursuites judiciaires, tu vois. Au niveau du pays, il y a des grosses contestations au niveau de la population. Pourquoi? Parce que les Juifs, parce que on a la partie sioniste et anti-sioniste. Donc les Israélites, enfin, qui sont là-bas en gros, les habitants, commencent du coup à manifester parce qu'ils ont constaté une certaine hostilité quand ils se rendent dans les autres pays. Donc ils constatent que ce qui se passe dans leur pays d'origine est en train d'affecter l'image qu'on a des Israéliens, on va dire, à l'extérieur. Et donc, du coup, ils sont en train de contester au niveau de Netanyahou pour qu'il puisse calmer l'affaire et calmer un peu le jeu. Sauf que Netanyahou ne veut rien entendre. Et si tu suis un peu la carrière du gars, c'est un gars, voilà, il attend juste qu'on allume la mèche pour allumer la télé, tu vois. Pour les différents millions de déplacés qu'il a créés, c'est juste 100 morts. Il n'y a pas de chiffre, de hiérarchie de la mort. Mais on va dire pour 100 morts, il a riposté de manière disproportionnée. Mais politiquement, il est increvable, hein, le gars, parce que on le voyait plus encore à ce poste de Premier ministre. Là, hein, tu te souviens, il y a quelques années, c'était chaud. Il y a eu pas mal de soubresauts et retournements, mais finalement, il est toujours là, tu vois. Donc moi, je suis en train de me dire, la façon dont tout le monde maintenant, et c'est dommage, mais tout le monde a les caméras braqué sur ce qui s'est passé du coup par rapport aux missiles. On est en train d'occulter ce qui se passe en Palestine. C'est ça. Et bon, on peut dire ce qu'on veut, mais le gars, c'est un très fin stratège, tu vois. Parce qu'il a réussi à détourner l'attention de ce qui se passait. Et du coup, le gars continue à faire sa razzia là-bas en Palestine. Au niveau médiatique, il y a un truc qui m'a un peu interpellé parce que lorsque je tapais sur YouTube, j'ai tapé spécifiquement en fait attaque Israël envers l'Iran, mais bizarrement on n'a que des infos sur l'Iran qui attaque Israël. Alors qu'il faut comprendre que au départ ça part bien d'Israël. Donc est-ce qu'il y a une forme de nettoyage et de, je veux pas dire qu'on veut changer la narration, mais on veut changer la narration quand même la seconde information alors qu'il y a un contexte à tout ça. Donc maintenant laisse-moi arriver là où je veux aller. Vas-y. On sait tous que l'Iran c'est vraiment l'un des pays qui est pas du tout en odeur de sainteté, que ce soit avec la France, les États-Unis, etc. Parce que l'Iran est censé avoir du nucléaire et certaines armes, et ils n'ont pas renoncé à continuer à travailler leur uranium et continuer dans leur nucléaire. Donc est-ce que tout ça, c'est pas une manière détournée? On envoie un petit missile de désarmer, attaquer. L'Iran rentre dans une forme d'escalade et on utilise ça comme prétexte, surtout les États-Unis, puisque Washington est déjà à l'œuvre là avec Israël en mode soutien, etc. Est-ce qu'on n'utilise pas ce petit couac là pour finalement le transformer en ce qu'on aurait peut-être voulu faire dès le départ? Parce que actuellement, les Américains peuvent pas se lever et aller attaquer l'Iran. Mais s'il y a un bon prétexte derrière, là, on peut y arriver doucement et on peut démanteler. Non, pas nécessairement. Alors, l'Iran, et là, c'est là où, merci d'avoir posé ta question, que les Africains s'éduquent. L'Iran est très évolué actuellement en matière d'armement. Ils sont très, très évolués. Effectivement, on utilise l'uranium pour fabriquer, du coup, la bombe atomique. Je vais y arriver tout à l'heure. Mais ils sont très, très évolués. De par les chiffres, de certains fact-checkers, l'Iran est premier dans toute la zone ici. Tu vois, l'Iran est premier dans toute la zone ici, et c'est pour ça que pendant longtemps, l'Arabie Saoudite, par exemple, s'était alliée aux États-Unis, parce que l'Iran, comme ils étaient sous embargo, il faut voir aussi que la Russie était sous embargo, enfin sous sanctions pendant plusieurs années. Donc c'est des pays qui ont coopéré pendant longtemps, et avec bien évidemment la main invisible de la Chine derrière. Tu vois, donc si tu vois aujourd'hui qui sont dans les BRICS, c'est pas par hasard. Ils sont très très lourdement armés. Et je me suis renseigné sur l'Iran. Ils disposent d'un missile hypersonique ou supersonique, je crois,
qui peut atteindre Israël en 5 minutes. Alors, c'est peut-être ce missile-là qu'ils auraient peut-être... Non, ce n'est pas ça. Non, attends. C'est peut-être ce missile-là que les Américains et les Israéliens auraient voulu voir, parce que l'arsenal qui a été envoyé par les Iraniens a été détourné assez facilement, et j'ai l'impression que les différents pays se basent sur ces missiles qui ont été envoyés pour déclarer, parce que c'est ce qui se passe dans la presse actuellement. On fait savoir que, en réalité, l'Iran n'a pas de réelle capacité pour mener une guerre. C'est la narrative qu'on nous donne actuellement. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que avec ce que tu me dis là, on peut se poser la question de savoir s'il y a de la désinformation. Les gars sont très lourdement armés, et donc du coup c'est ça qui fait peur, parce que ce que l'Iran a envoyé, on qualifie ça dans stratégie militaire de low-tech. Ça veut dire que apparemment la capacité militaire de l'Iran aujourd'hui, ce qu'ils ont envoyé là, ils peuvent envoyer ça tous les jours pendant 2 ans. Pendant 24 mois, ils t'envoient 300 missiles chaque jour. Ouais. Ce serait intéressant de voir ce que les Américains seraient capables d'envoyer de manière journalière aussi. C'est ça. L'Iran est très très lourdement armé, tu vois, et ce n'est pas du tout à négliger. Et comme j'allais dire, il dispose du coup d'un missile supersonique qui s'appelle Fatah 2. Donc c'est le cousin. Vous me direz ce que ça veut dire en arabe. Peut-être ça veut dire quelque chose, mais ils ont un missile qui s'appelle Fatah 2 et c'est le cousin de Satan 2. Tu vois, le missile de la Russie actuelle, tu vois. Donc ils ont des bombes. Maintenant, les gens vont se demander, mais pourquoi on parle de ça? C'est quoi les conséquences avec l'Afrique? C'est là où l'AES rentre encore en ligne de compte. Mais attends. Avant qu'on aille sur l'AES, j'ai envie de dire que finalement, l'Iran a été quand même stratège et intelligent sur ses représailles. Parce qu'ils auraient pu chercher à aller sur le lourd armement dont tu parles, et ça aurait permis aux États-Unis ou à Israël de pouvoir étudier en fait ce qu'ils ont réellement. Alors que là, comme ils ont envoyé la pilule douce, voilà, on va se dire que finalement ils sont pas si dangereux, alors que le but même pour moi le but c'était de ne faire aucune victime civile. C'était un drapeau d'avertissement. Je pense qu'ils ont compris parce que la guerre ça n'arrange personne. Parce que c'est très très sensible, tu vois, tu as l'Azerbaïdjan au-dessus, tu as l'Iran qui est en conflit juste ici là, je t'ai même pas dit. Ils sont en conflit avec le Pakistan parce que la zone qui est là, ils ont des tribus en commun qui sont en train de se clasher à chaque fois. Donc, tu as des attentats dans cette zone-là ici, la zone frontière entre le Pakistan et l'Iran. Donc, c'est très, très sensible. Sauf que le Pakistan, eux aussi, ils sont en froid avec Israël. Donc, du coup, ça permet à l'Iran de se positionner dans le Moyen-Orient parce que tout cela... Honnêtement, ils sont pas en accord avec Israël, tu vois. Donc, ça permet à l'Iran aussi de se positionner et ça permet de calmer les différentes tensions ici. Donc, c'est comme si tu avais un match, je sais pas, entre le Real et le Barça. C'est très, très compliqué. La moindre erreur, tu peux allumer la télé. Donc, je pense que la stratégie de l'Iran, c'était de répondre sans répondre. Donc, répondre pour montrer à Israël que, on peut y aller. On peut y aller. En plus, je crois que j'ai regardé les différentes populations. Israël, c'est 9 millions. L'Iran, c'est 80 millions de personnes. Donc, si tu prends juste un tiers de chaque pour faire des soldats, déjà, voilà, ça peut aller très, très vite. Et puis, derrière, du coup, comme je te disais, pourquoi on parle de ça par rapport à l'Afrique? Parce que maintenant, on va se déporter ici, au niveau de l'AES. Allons-y. Les 3 pays. Abordons nos amis de l'AES. Les 3 pays qui sont là. Donc, Burkina, Niger et Mali. Donc, apparemment, de ce que les services secrets américains racontent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a demandé de sauter, ils accusent le Niger de vendre leur uranium à l'Iran. Et alors, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça que les gens se disent, ouais, etc. Vous voyez comment, même si on n'a rien demandé, l'Afrique est toujours ramenée dans le tableau. Mais c'est culotté quand même. Hein. Donc, est-ce qu'on doit dicter aux gens avec qui ils ont le droit de faire du commerce ou pas? Et on en revient encore à la question de la mentalité impérialiste. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, tu vois que les gars, en fait, ils accusent le Niger de vendre des armes. Les services secrets américains accusent le Niger de vendre des armes à l'Iran, qui est juste de l'uranium ou des armes? De l'uranium, pardon. En échange d'autres faveurs. Je pense qu'ils ont dû faire des accords de bons procédés parce que le Niger et le Mali aujourd'hui disposent aussi des armes iraniennes, notamment des drones. Ok?
Donc, je pense qu'ils ont dû faire des échanges de bons procédés. Donc, l'uranium ici qui a été perdu par la France pour les centrales électriques, etc., est en train d'alimenter, par exemple, l'Iran. Et ce que les services secrets américains plus ou moins raconte, c'est que ça favorise la création de la bombe atomique en Iran, etc. Mais ça expliquerait aussi le fait que le Niger se soit dépêché de plus ou moins chasser les Américains une fois que le gouvernement a changé. Tu vois. Donc, il y a dans la zone ici, là, donc Mali, Burkina Faso, et ça, je pense qu'on en reviendra plus tard, il y a un armement très, très fort qui se fait là-dessus. Maintenant, le souci aussi maintenant, c'est que si la mèche est allumée, dans le nord de l'Algérie, il y a des personnes qui sont plutôt pro-Israël. Et donc l'Algérie est divisée en deux sur ce côté. Bon, le pouvoir en place est en très très bon rapport avec l'Iran actuellement, mais il y a des soubresauts qui sont en soutien avec Israël. Tu vois. Donc si la mèche s'allume ici et que la balance commence à pencher du côté de l'Algérie, ça sent le roussi, et donc du coup, il faut que les Maliens se tiennent prêts au niveau de la frontière, parce qu'il y a des accusations de l'État malien comme quoi certains terroristes notamment qui viennent de l'Algérie et sont hébergés là-bas. D'accord? Et il y a même des rumeurs avec l'imam Diko, etc. Donc, c'est très, très sensible, etc. actuellement. Donc, du coup, voilà un peu le résumé de la situation. Voilà comment ça nous affecte. Maintenant, le problème aussi, c'est quoi? C'est que la zone ici, là, toute cette zone-là est pétrolière. OK? Elle est pétrolière. Donc, nous, on a des pays pétroliers. Bon, on a le Gabon quelque part ici, là. Il y a la Côte d'Ivoire un peu aussi maintenant. Il y a la Côte d'Ivoire le Cameroun un peu, mais en termes de pétrole, c'est dans cette zone-là. Si on n'arrive pas. Voilà. Il y a que peut-être le Nigeria ou l'Angola qui. C'est ça, qui peuvent un peu tirer leur épingle du jeu. Rivaliser, mais la grosse zone pétrolifère aujourd'hui, c'est en Moyen-Orient. Et donc, du coup, là, c'est très, très compliqué parce que si ça pète, on va recevoir aussi ça. L'impact sur les prix des carburants et autres. Donc, on aura le prix sur le carburant, mais aussi sur tous les produits dérivés. On ne parle pas assez du plastique qui est un produit dérivé du pétrole. Tu vois. Donc, du coup, ça peut avoir un effet même sur le panier de la ménagère. Vous voyez. Donc, du coup, aujourd'hui, le monde est interconnecté. C'est très, très intéressant quand même de se renseigner là-dessus et voir les impacts que ça pourra avoir sur nous. Je suis d'accord avec toi, parce que souvent on se dit Iran, Israël, ils font leur truc entre eux là, et puis on verra, nous on s'en fiche. Mais en réalité, comme tu dis, c'est interconnecté. Quand on veut aller plus loin, on se rend compte que ce qui se passe en Iran peut finalement affecter nous les Africains. Exactement. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant tout le monde prêche quand même la désescalade. Tout le monde prêche la désescalade. Même l'Iran a envoyé un communiqué pour dire on va calmer le jeu, etc. Mais ils avaient déjà prévenu que suite à l'attaque qu'ils avaient reçue en Syrie, ils allaient forcément répondre. Bon, c'est une question d'honneur aussi, parce que c'est comme si on vient, on te montre qu'on t'attaque, toi tu réagis pas, c'est comme si tu baisses le dos, on reviendra encore plus fort à chaque fois. Mais les experts militaires que moi j'ai écoutés qualifient l'armement que l'Iran a envoyé de low-tech. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus puissant derrière, que s'ils voulaient vraiment faire des victimes civiles, il l'aurait fait en 2-2. Il l'aurait fait en 2-2 et regarde la différence de taille. Honnêtement, il n'y a pas photo, quoi. Ils auraient pu raser l'Israël en 2-2. Mais ils ont voulu faire la chose de manière plus civile, entre guillemets, en envoyant des missiles qui vont peut-être toucher 2-3 infrastructures, mais qui ne vont pas faire des victimes. Je pense que chaque pays a réussi à pouvoir jauger son voisin et plus ou moins obtenir ce qu'il voulait, plus ou moins. Maintenant, c'est comme je te disais, en fonction des différents scénarios, si l'Iran ne rentre pas dans leur jeu, parce qu'ils ont l'air suffisamment stratèges et intelligents, les États-Unis et Israël ne pourront pas éventuellement aller là où ils auraient envisagé d'aller, c'est-à-dire pouvoir aller attaquer l'Iran ou des choses comme ça. Ils vont pas rentrer. Parce que moi, je pense que déjà, ils ont dû consulter la Russie. Je pense qu'ils ont dû discuter avec les Russes et les Chinois sur la manière de répondre que les gars, on est quand même ensemble. On est en train de faire les BRICS. Moi, je veux allumer la télé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois. Et je pense que il y a quand même eu, parce que la zone est sensible. Les deux là, ici, là, se sont réconciliés. Ça, même déjà, les États-Unis n'avaient pas vu ça venir.
C'était un coup de maître de la Chine. Mais l'Iran avait demandé aux États-Unis, à Washington, de ne pas intervenir dans cette histoire de Iran-Israël. Mais tu connais les Américains, ils sont quand même dedans. Non, ils peuvent pas. Actuellement, là... Non, mais si, les Américains ont détruit certains des drones iraniens qui venaient. Donc, oui, mais bien que... l'Iran s'attendait plutôt à ça. Hein, parce que si tu veux envoyer un missile, on va dire de l'Irak, enfin de l'Iran pour toucher Israël, tu as des missiles qui peuvent atteindre Israël en 5 minutes. Et de là, j'ai calculé, c'est 1700 kilomètres. Donc, ils ont des missiles qui peuvent quitter même de Téhéran pour aller allumer la télé en Israël. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont envoyé de la low-tech et ils ont fait même exprès de passer par Bagdad. Tu vois, parce qu'une attaque surprise, par exemple, peut venir du Yémen. Oui. Tu vois, tu peux venir du Yémen, qui sont leurs alliés, et tu frappes là, et voilà, tu vois. Mais certaines frappes même sont venues du Hezbollah, du Liban, donc ça veut dire qu'ils sont en train aussi de montrer que, bon, on peut faire partir d'ailleurs. Hein. C'est ça. Et puis, comme ils frappent le côté palestinien qui est un État musulman, ils ont l'aval aussi de l'Arabie Saoudite. Tu vois, donc il y a des deals que ces deux-là peuvent faire que Israël ne peut pas empêcher s'ils veulent vraiment faire du sale, mais ils n'ont pas voulu le faire. Tu vois, parce que la Chine du coup a des intérêts commerciaux et aussi l'Iran veut redorer son image parce que ça fait plusieurs années qu'on leur frappe dessus depuis l'ère Obama carrément. Lui, c'était une politique tout sauf l'Iran. Tu venais lui dire un truc, il dit j'accepte s'il n'y a pas l'Iran dedans. Tellement l'embargo était, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais là, aujourd'hui, ils réussissent à s'en sortir avec le Sud global et les BRICS. Et c'est vrai que ces derniers temps, on n'entendait plus trop parler de l'Iran. Donc pas de bonnes nouvelles en réalité. C'est ça. Donc du coup, là, ils essayent de montrer que voilà, de montrer patte blanche, de dire voilà, on a répondu. Mais bon, les médias occidentaux ne mentionnent pas ça du tout. Donc, il faut quand même des contre-vérités pour pouvoir équilibrer le débat. Donc, je voulais te montrer un peu la map. Et puis, voilà, avoir ton avis peut-être là-dessus de conclusion. Voilà, hein, c'est comme je t'ai dit. Hein, je pense que maintenant, on va plutôt chercher à interroger nos spectateurs. C'est ça. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Maintenant qu'on a fait ce petit décryptage des cartes, etc., est-ce que vous voyez à quel point finalement une situation qui semble extrêmement lointaine peut affecter les Africains ? J'aimerais bien que vous nous donniez votre avis en commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous voyez par rapport à l'Iran ou l'Israël et comment est-ce que ça peut affecter l'Afrique ? Et est-ce que vous pensez que les pays de l'AES ont une carte à jouer dans tout ça ? On attend rapidement vos réponses. Si l'émission vous a plu, même si ça vous a pas plu, mais que vous aimez bien, abonnez-vous à la chaîne de l'investisseur africain et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyriac. À très bientôt. Force à l'Afrique, force à vous. Merci. La revue Express.